Ouais, tout d'abord, merci d'être venu. Alors, cette conférence est organisée par l'association Annecy Patrimoine, que nous avons fondée il y a une dizaine d'années. Je remercie surtout nos amis architectes urbanistes, Nada et Marc Bretman, d'être venus de si loin, c'est-à-dire de Paris. C'est quand même loin, Paris. Alors, ils me font vraiment le plaisir et l'honneur de venir jusqu'ici, parce que ce sont de grands architectes. Donc, je vais dire des choses qu'ils ne diront pas, donc c'est moi qui le dirai. Ils bousculent le prêt-à-penser architectural, le prêt à bétonner. Ils s'opposent à l'architecture politiquement correcte. En architecture, souvent la question qu'on me pose, puisque c'est un de mes chevals de bataille, on va dire, sur Annecy, c'est mais peut-on faire autrement que ce qui est fait actuellement? Il y a un espèce de fatalisme. Alors je dis aux Annéciens, eh bien non, la laideur, l'agressif ne sont pas obligatoires. C'est à nous de dire à un moment donné, ben, stop, ça suffit. Alors on pourrait penser que nos amis sont de doux rêveurs. Alors, Marc est artiste. Il a, avant de s'occuper d'un projet, il va faire des belles aquarelles. Eh bien non, ce ne sont pas des doux rêveurs. L'agence Bretman et Bretman est établie à Paris depuis 30 ans. L'activité est essentiellement tournée sur la ville, ses caractères, son architecture. Il développe le concept d'architecture urbaniste, avec tout ce que cela comporte d'organisation spatiale de la ville et de valeur du lien social. Projet de rénovation, de restauration, de monuments historiques qui apportent la preuve de la capacité d'adaptation et de la transformation du patrimoine, avec enfin la qualité architecturale liée aux soins du détail, à la beauté des matériaux, à l'harmonie des couleurs. Le mot harmonie est très important, on va le voir par la suite. Chaque projet, quel qu'il soit, est abordé dans un souci constant d'intégration, de respect des caractères du site, avec la recherche d'une mise en valeur de l'édifice et de son environnement. Il s'agit en permanence de faire en sorte que le projet crée du lien et soit un lieu intégré au quartier, au site, et non comme une œuvre liée à l'ego de son créateur. Bon, je ne parle pas du créateur avec un grand C, hein. Je parle du créateur architecte. Alors, le cabinet Bretman et Bretman, c'est une équipe de 45 personnes. Donc, encore une fois, ce n'est pas un petit cabinet d'architecture dans une sous-pente de Paris. Pluridisciplinaire, implanté au centre de Paris et à Lille. Ces deux entités réunissent 10 architectes, 35 ingénieurs. En plus du cabinet d'architectes, il y a le bureau d'études Nortec Ingénierie et Architecture, qui est intégré dans la structure maîtrise d'œuvre, qui peut ainsi répondre à toutes les missions liées au projet architectural pour les domaines techniques, sécuritaires, etc. L'ensemble de l'équipe est motivé par un seul et même résultat, ce qui permet d'être très réactif, rapidement sur place, compétent sur l'ensemble des prestations à tout moment. Les trois dirigeants réunissent les compétences qui sont en jeu dans ces concours d'architecte. C'est pas le concours d'architecte, mais c'est le projet, quoi, dans ces projets. Alors, le cabinet Bretman a construit plus de 8000 logements. Donc, ce qui va être abordé ce soir, c'est pas seulement des idées, c'est pas dans le domaine des idées, c'est vraiment du concret. Et je crois qu'une de vos principales qualités, c'est le concret et la réalité des choses, la vérité, la beauté, etc. Vous avez aussi restauré des monuments historiques importants et tracé carrément des quartiers de villes en France et en Europe. Alors tout cela, il faut quand même que je vous le dise, les Bretman sont à contre-courant et ne sont pas forcément cités sans arrêt dans les journaux spécialisés comme le Moniteur. Mais ils ont eu quand même un certain nombre de prix. Alors, je ne vais pas lire toute la liste des prix, mais il y en a le dernier prix, il y a eu
je vais en citer qu'un, parce que c'est un prix très important, qui est légal et même qui, pour moi, a plus de valeur que le prix Prysner, le prix, entre guillemets, Nobel de l'architecture. Mais là, c'est un autre prix Nobel d'architecture, c'est le Driehaus Prize. La plus haute distinction en architecture décernée par donc, la fondation Driehaus de Chicago et l'université Notre-Dame dans l'Indiana. Alors, c'est pour vous dire que c'est pas un petit prix. Ça, c'est une petite anecdote, ça, ils vous le diront pas non plus, mais je vais le dire quand même. C'est que, en valeur de récompense, le prix Driehaus, c'est le double que le prix Prysner. Donc, alors vous n'avez pas apporté votre trophée ici, mais parce que vous êtes trop modeste, mais ça aurait été bien. Il est trop lourd. Voilà, donc je vais vous laisser la parole. Et encore une fois, je vous remercie beaucoup parce que vous nous faites un grand honneur de venir dans cette ville d'Annecy qui a comme environnement un superbe écrin, un superbe paysage. Et depuis des années, avec un certain nombre de nos amis, on essaie de se battre pour en préserver, préserver ce qui reste à sauvegarder. Voilà. Après ce qu'a dit Alain Bexon, je ne sais pas très bien ce que je pourrais dire de plus. Il semblerait que nous sommes très 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 intelligents. Et ça nous touche beaucoup. Voilà. Et on est très honorés de pouvoir venir vous expliquer quelle est la philosophie de notre travail depuis maintenant bien des années. Une philosophie un peu particulière qui, comme l'a expliqué très justement Alain, est un autre monde que celui que vous connaissez dans le monde de l'architecture, spécifiquement vous, ici à Annecy. Si je regarde le flanc sud, c'est le sud de votre lac, oui, votre étang. alors le sud, c'est de l'autre, c'est de le nord. Là, on est au nord, Annecy est au nord. Non, mais les 13 hommes sont à quel endroit? Ah, les 13 hommes, ah oui, c'est le sud d'Annecy, oui, voilà. Si je regarde Sud-ouest, on va dire. Oui. C'est la rive ouest. La rive ouest. Voilà. Quand je regarde La rive ouest, côté sud de la cité d'Annecy. Enfin bref, vous avez compris de quoi je parlais. Et on a eu la chance d'avoir un guide très éclairé qui nous a promenés aujourd'hui et qui nous a montré ce qui vous attendait. Nous savions depuis longtemps que ce projet était en cours et on compatit. Et voilà, nous sommes absolument dans une philosophie différente. L'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer qu'est-ce qui a motivé en réalité notre investissement professionnel et notre engagement architectural, car il s'agit d'un engagement pour nous, et donc de le faire en deux parties. Une partie un peu barbante qui sera la mienne, qui ne va pas durer très longtemps. J'avais plusieurs textes, je vais choisir le plus court. Et puis ensuite, au travers d'images, des explications brillantes de Nada qui vous montreront à travers de certains types de projets quelle est la philosophie qui a conduit à ce que nous faisons aujourd'hui, qui, comme l'a dit, je le répète, Alain Bexon, est à contre-courant, effectivement, de ce qui est vendu officiellement, quelque chose qui est plus qu'à contre-courant. On n'est pas considéré comme des bien-pensants. On n'est pas dans la pensée, dans le politiquement correct. La pensée dominante. On n'est pas dans la pensée dominante. Quand nous étions jeunes, on considérait que nous étions originaux parce que nous défendions des idées de reconstruction de la ville historique, etc. On disait, bon, c'est des jeunes qui sont originaux, ils aiment l'architecture classique, ils aiment l'architecture traditionnelle, ils pensent que l'architecture vernaculaire, c'est la mémoire et la culture des gens, ils sont amusants, et donc on avait un petit succès. Aujourd'hui, mais un petit succès qu'on laissait sur le côté parce que ça va à 5 minutes, mais tout le monde est moderne, tout le monde est d'avant-garde, et ils sont un peu baignés dans le formol. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus âgés, donc maintenant on nous met toujours de côté et on nous laisse toujours dans notre formol officiel, mais on dit que nous sommes vieux et réactionnaires. Donc voilà,
Mais de plus en plus de monde et de plus en plus d'élus, car les villes sont faites avec les élus, avec les maires, qui prennent les décisions, de plus en plus d'élus ont découvert qu'il n'y avait pas une obligation à tomber systématiquement dans le modernisme échevelé, dans l'invention, dans la créativité abrupte. Et il s'avère qu'au moment où on aurait décidé, Nada et moi, de lever un peu le pied, nous sommes confrontés à une situation incroyable, qui est qu'on n'a jamais eu autant de travail. Et qu'en une année, on a plus de travail qu'on en a eu en 20 ans. Parce que tout le monde, j'exagère un peu, mais tout le monde, aujourd'hui, voilà. Alors, en préambule, j'aimerais faire une petite intervention historique. Je pense que je ne vous apprendrai rien, mais simplement pour remettre les choses là où nous pensons qu'elles sont. La ville et l'architecture entretiennent des relations filiales. La mère, c'est l'architecture, la ville, la fille, c'est l'architecture. La mère, c'est la ville, la fille, c'est l'architecture. Il y a une sorte d'ADN entre la ville et l'architecture. À tel point que, si vous regardez depuis la nuit des temps, il n'y a pas de culture non urbaine, c'est ça, culture non urbaine, Qui va aller jusqu'où? De lecture sur la ville. Non, il n'y a pas de civilisation, excusez-moi, oui, de civilisation qui ne sont pas urbaines, qui créent de l'architecture. Je prends par exemple les Dogons, que vous avez peut-être lus au travers des livres connus au travers des livres de Lévi-Strauss, etc. Ce sont des gens qui construisent des bâtiments, qui organisent une société, mais ils n'ont pas de culture urbaine, et il n'y a pas d'architecture. L'architecture, elle naît avec la culture urbaine. À tel point que tous ici, nous tous, on sait qu'avec la petite maison gothique ou la petite maison baroque, il y a toujours la correspondance avec une ville qui n'a pas la même forme. La ville gothique est différente de la ville baroque, comme la ville du XIXe siècle, haussmannienne, correspond à une architecture. Il y a une relation filiale, une relation d'espace entre la ville et l'architecture. Ça, c'est une chose qu'on a constatée depuis longtemps, au travers des études. On n'a rien inventé, c'est pas quelque chose de nouveau. Cette relation entre la ville et l'architecture implique quoi? Elle implique que quand vous faites un dessin pour un architecte, quand il fait un dessin d'un bâtiment, quel qu'il soit, derrière le bâtiment, il y a une idée de ville. C'est-à-dire, si je dessine un bâtiment qui fait 5 niveaux, avec un toit, avec un balcon au deuxième étage et un balcon au 5e étage, et qu'il est en pierre, eh bien, vous voyez derrière apparaître la ville haussmannienne. Au même titre que si je prends une petite maison ou un petit immeuble de 3 étages en pierre avec des fenêtres, des grandes baies vitrées régulières, etc., avec des balcons, avec des ornements baroques, etc., se dessine derrière le bâtiment l'idée de la ville baroque. Il fonctionne avec la ville baroque. Toutes ces villes jusqu'au début du XXe siècle, toutes ces villes qui se sont succédées, la ville gothique, la ville baroque, la ville de la Renaissance, etc., qui étaient accompagnées de son architecture, ce sont des villes qui étaient en connexion les unes avec les autres. Le problème est de savoir, je reprends les 13 hommes, 13 hommes 13 ou 13 hommes. 13 hommes. Plusieurs écoles. Si un des bâtiments qui a été construit, vous voyez, quelle est la ville qui se cache derrière un bâtiment, un de ces bâtiments? Ou un autre, si je prends par exemple Novarina, les grands bâtiments, je prends le palais de justice parce que Alain nous l'a montré tout à l'heure et je lui ai posé la question je ne savais pas si c'était le palais de justice ou la prison. Mais le palais de justice de Novarina est-il un bâtiment? Enfin, quelle ville se cache derrière ce bâtiment? Je pense que vous avez tous en tête, vous voyez, enfin, j'espère que je me suis fait comprendre. On voit que, en fin de compte, je ne dis pas du mal de personne. Je dis simplement, quand vous faites un projet, quand un maire décide de construire un édifice, cet édifice, il correspond à une idée de ville
Et dans l'épaisseur des murs de l'édifice, il y a la culture des gens et il y a la ville auquel il correspond. Ça, c'est le point général. Et maintenant, je vais reprendre mon petit texte, puis je reviendrai dessus si vous voulez bien. Dans ce contexte de relation ville et architecture, on pourrait diviser l'architecture contemporaine en deux mondes. Je m'excuse, je pense que je vais être un peu radical. D'un côté, il y a les modernistes, qui voient la ville moderne. Je vous laisse le soin d'essayer de définir de quelle ville il s'agit. De l'autre, il y a les anciens, les classiques. Et ces deux mondes ne sont pas synchrones. Ou du moins, ils ne partagent pas le même calendrier. Les uns, les modernistes, sont les héritiers du XXe siècle, c'est-à-dire du siècle dernier. Les classiques poursuivent l'aventure des siècles précédents. Nous nous inscrivons du côté des classiques. On pourrait retourner aux anciens et aux modernes de l'époque de Racine et de Corneille. Nous, on est du côté des anciens. Être moderniste peut se résumer à être en rupture avec le passé. Je dis non à ce qui a été fait avant, je veux quelque chose de nouveau. Je veux innover, je veux inventer. Vouloir innover à tout prix, poursuivre la tabula rasa du mouvement moderne. Être classique, c'est s'inscrire dans la continuité de ce qui a existé. C'est poursuivre l'aventure qui a commencé aux origines de la ville et essayer de l'enrichir. Ce n'est pas désirer un retour aux valeurs traditionnalistes. Il faut bien faire attention, je ne défends pas les idées traditionnalistes, traditionnelles en tout cas. Mais c'est vouloir transmettre un héritage, prendre en compte les évolutions historiques et culturelles, les transcrire spatialement dans un discours nouveau, sans dissonance avec l'existant, en liaison avec notre histoire, pour créer du lien, pour ne pas créer la rupture. Parce que le principe de la ville, c'est cette relation qu'il y a de continuité des espaces urbains, d'un morceau, d'un quartier à un autre. Donc, deux mondes qui se confrontent. D'un côté, il y a les modernistes, qui sont sans lien ni continuité avec la ville. C'est ce que je pense. C'est-à-dire que je pense que Novarina, ou l'autre bâtiment, ou les bâtiments de je ne sais plus qui, les 13 ans. Ah oui, les 13 ans. Il y a une... C'est une... Parce que ça résume tout. Comment ? Non, les 13 hommes. Je ne connais pas. Non, mais c'est les 13 hommes, l'avant-scène, c'est en fait le nom donné. Enfin, vous voyez de quel bâtiment je veux dire. Ce sont des bâtiments qui ne renvoient pas, qui renvoient à une ville qui est en rupture avec la ville qui est la ville de votre culture, de notre culture. Donc, d'un côté, il y a cette architecture moderniste qui est sans lien, de l'autre, il y a... Elle s'exprime comment, cette architecture ? Par des formes, des matériaux, des volumétries qui rompent l'ordonnancement de l'espace urbain. Son audace, sa provocation, est l'expression de sa modernité. C'est-à-dire, je vous dis, moi je fais neuf, je suis nouveau, je suis là. Ça peut être aussi l'expression du pouvoir économique. Je construis une tour plus grande que le voisin pour dire que je suis le plus fort, le plus riche, le plus important. Isolé dans la ville historique, ou regroupé dans les nouveaux quartiers, cette architecture moderniste constitue une étrange collection d'objets hétéroclites, et c'est vrai que bien souvent, les gens se demandent comment a pu atterrir cet ovni à cet endroit. Ces ovnis. Ces ovnis, il y a des projets où on se dit véritablement, par exemple, nous parlions avec Alain de l'avenue de Rivoli à Paris, je ne sais pas si vous voyez, il y a la Samaritaine, des architectes japonais construisent un nouveau bâtiment, c'est un bâtiment qui est tout en verre. On peut aimer, si vous voulez, le verre, on peut aimer, oui, mais c'est un objet qui est catapulté sur l'avenue de Rivoli, véritablement presque incongru, qui crée la rupture, et qui de ce fait, simplement de ce fait, dit « je suis là, c'est moi, et vous me voyez ». Donc il y a quelque chose, c'est dans cette rupture qu'il existe, il n'existe pas autrement.
En fin de compte, Beaubourg, par exemple, le centre Beaubourg, on l'aurait mis à la Défense, ça n'aurait pas posé de problème. Ça aurait été parfait, moi j'aurais été pour. Le mettre au milieu de la Défense, ça se serait intégré parfaitement à la dalle de la Défense, c'était une idée géniale. Beaubourg n'existe véritablement que parce qu'il est en plein milieu du centre-ville et du Marais. Donc d'un côté, il y a ça. Nous, ce que nous défendons, c'est une architecture classique ou vernaculaire qui s'intègre à l'existant et qu'on appelle effectivement une architecture urbaniste parce qu'elle renoue les liens avec les espaces de la ville. Elle ouvre de nouvelles perspectives de développement urbain, capable d'enrichir ce qui existe. C'est-à-dire, quand on fait un projet, on ne se pose pas la question uniquement de construire le projet pour lui-même, mais on se demande ce qu'il apporte au quartier existant, et quelle orientation il va donner pour le développer encore mieux, pour apporter quelque chose qui est effectivement nouveau, mais qui est dans la continuité. L'architecture urbaniste que nous défendons implique l'usage de langage, de matériaux, d'éléments architecturaux de la région. Si je construis ici à Annecy, je ne fais pas du tout... Alain a présenté notre bureau comme si nous étions un bureau ouvert. Nous ne sommes pas là pour faire des affaires. Mais si je dois construire un bâtiment à Annecy-le-Vieux, je vais effectivement regarder comment sont à l'origine composées les toitures, les pentes, les matériaux, de préférence pour des raisons bêtement écologiques, mais aussi de bon sens. Je vais voir si je ne peux pas utiliser les matériaux qu'on utilisait avant, c'est-à-dire, en fin de compte, pour éviter d'avoir de problèmes de transport, de tout ce dont on nous casse les pieds au niveau écologique, mais parce qu'il y a une logique du fait que dans les murs et dans la manière de les construire, comme vous les avez construits pendant des siècles, il y a la culture de la région, et qui fait la richesse du lieu, qui fait qu'on y vient. Parce que sinon, on n'a pas besoin de venir à Annecy, on peut aller dans la banlieue parisienne, retrouver... Il y a des quartiers que nous avons vus tout à l'heure, autour des villes. On est passé tu nous as emmené... Sur les communes du bord du lac. Là. Oui, sur les communes du bord du lac. Saint-Jean-Sévrier. Il y a certains endroits où, franchement, la compétitivité avec la banlieue parisienne, il n'y a pas de problème. C'est absolument l'architecture d'un centre-ville. C'est pas vilain, c'est pas beau, c'est pas un endroit qui fait rêver, ça fonctionne certainement très bien, il y a des commerces, il y a tout ça, mais en fin de compte, on ne sait pas s'il n'y avait pas le magnifique paysage des collines tout autour, on pourrait penser qu'on est nulle part ou partout, c'est pareil. Vous voyez que ça chauffe. Les courriers. Pardon ? Ah, je n'ai pas montré courrier. On n'a pas encore vu. Mais c'est près de la gare, courrier. Si vous voulez... Et il y a quelque chose qui est très important, de notre point de vue, c'est que le fait de réutiliser les matériaux, ou du moins de s'inspirer de ce qui est... de se réapproprier 2000 ans d'histoire, somme toute. Quand vous regardez comment construisaient les anciens, vous vous rendez compte que ce n'étaient pas des imbéciles, qu'ils avaient résolu les problèmes de l'eau, du vent, du froid. Mais nous avons aussi une manière de vivre aujourd'hui qui a énormément changé. La vie change à une vitesse phénoménale. Les modes de vie ont changé. Les modèles culturels sont beaucoup plus lents, mais les modes de vie changent très vite. Donc, l'idée, c'est de s'adapter à ces nouveaux modes de vie. Et ce qui fait la richesse des villes historiques, ce qui fait la richesse des bâtiments qui constituent notre richesse patrimoniale, c'est leur capacité exceptionnelle à se transformer. Nada et moi, nous avons des bureaux à Paris dans le 6e arrondissement. On fait partie des gens qui ont beaucoup de chance. Notre bureau est dans un bâtiment, dans une parcelle médiévale, dans lequel il devait y avoir au préalable un couvent. On présuppose qu'il y avait un couvent. Donc, gothique.
Il a été transformé, c'est devenu une parcelle médiévale, il y a une petite, c'est devenu une boulangerie ou je ne sais quoi, un artisan, puis un marchand de stylos. Aujourd'hui, c'est un bureau d'architecture. Il s'est transformé au fur et à mesure. On est relié avec le monde entier. Le bâtiment, si vous voulez, qui était entre un bâtiment sur rue, un bâtiment sur cour, a été réuni par une verrière. Donc il s'est transformé, réadapté à la vie d'aujourd'hui. Et cette capacité de la transformation, cette transformabilité, c'est la réponse la plus exceptionnelle à la durabilité. Donc nous considérons qu'effectivement, les leçons sont à aller chercher le lieu de ressourcement de la création architecturale et urbaine, si on doit parler de création architecturale et urbaine, parce que je pense qu'il faut une vraie dimension poétique aussi à faire l'architecture. C'est pas uniquement... on n'est pas simplement les recopieurs ou les pasticheurs du passé, comme souvent il est dit. C'est bien d'aller se ressourcer dans cette extraordinaire capacité qu'a eu la ville historique à se transformer. Votre centre-ville aujourd'hui, d'Annecy, que je ne connais pas, mais je suis sûr que c'est un lieu absolument extraordinaire où des nouveaux commerces, des marchands de lunettes, des activités contemporaines, des types qui vendent des ordinateurs, d'autres qui téléphonent. Le centre-ville s'est adapté. Si vous prenez les quartiers nouveaux de la périphérie de Paris, c'est des quartiers qui ne s'adaptent absolument pas. Ils sont complètement... Les espaces urbains n'existent pas. On a d'ailleurs des problèmes, puisqu'il y a même des lieux qui sont des lieux où on n'ose plus entrer. Et c'est lié à l'organisation de l'espace. L'architecture, de notre point de vue moderniste, je dis moderniste parce que je considère que nous sommes modernes. Je suis un type qui vit aujourd'hui. Je vais vous montrer, regardez, j'ai un téléphone portable, je suis venu en TGV, donc nous sommes modernes, mais l'architecte, pardon ? Contemporain. On est contemporain. On est contemporain, mais on fait partie de l'époque moderne, comme tout le monde. Et du coup, j'ai perdu... voilà. L'architecture moderniste a abandonné l'idée de la ville. Et nous disons qu'il faut retrouver, justement, ces lieux perdus du XXe siècle en les retransformant en morceaux du quartier urbain et donner le droit à tous d'habiter en ville. Et notamment dans les quartiers périphériques qui sont, qu'on appelle des quartiers, c'est très, très amusant parce que les jeunes et les vieux disent « Oui, j'habite le quartier je sais pas quoi, hein, souvent ». Et en réalité, c'est tout sauf un quartier. Ça s'appelait, avant, quand j'étais jeune, on appelait ça les morceaux de banlieue. Les cités. Aujourd'hui, les cités, on les appelle les quartiers. Mais justement, ça doit aller plus loin que la parole. Il faut les reconstruire pour en faire de vrais quartiers de ville et donner à tous le droit à la ville. Je pense que ça suffit, peut-être c'est mieux de voir les images que vous allez vous endormir en m'entendant d'en parler comme ça. Donc, j'aimerais dire aussi un dernier petit mot, c'est que dans les transformations successives de la ville, donc de notre architecture, de notre culture urbaine, est inscrit, c'est le palimpeste de notre culture. C'est-à-dire dans les strates qui se superposent, de la ville romaine à la ville aujourd'hui, il y a toute l'épaisseur de notre culture. La foutre en l'air, la casser, je considère que c'est criminel, et je suis assez pour instituer des peines aux meurtriers. Je ne sais pas comment, peut-être ce serait taper sur les doigts simplement, en public, quelque chose, mais parce que nous souffrons. Le tour que j'ai fait avec Alain tout à l'heure, avec Nada, eh bien, il y a des endroits qui sont sublimes. On arrive à Talloires, c'est magnifique. La ville après, il y a des endroits absolument extraordinaires. Et puis, il y a d'autres endroits où c'est véritablement une punition. Et je ne comprends pas qu'on construise encore des édifices comme ça. Voilà. Non. Bon, après
après toutes ces belles paroles, il s'agirait de les mettre en image, vous montrer un peu notre démarche. Et alors, sauf que je ne sais pas si. Attends. Voilà. Les enjeux de paysage à Annecy et ailleurs. Ça, c'était une vue. Donc, voilà les 4 points que on va vous développer au travers des paroles que Alain et Marc ont dit aimablement sur notre travail. On va rechercher. En fait, dans notre objectif, c'est de renouer aussi avec l'architecture comme art et non pas comme technique. Et que la technique doit suivre plutôt l'architecture plutôt que l'inverse. Progressivement, on sent qu'il y a une prise plus importante sur les techniques de l'architecture par rapport à sa dimension artistique. Alors, attends, si je fais ça, voilà. Alors, pour aller aux sources de la modernité, on parle souvent des années 50, 60, mais en vérité, on se rend compte que les événements de la naissance de l'industrialisation plus importante au niveau national a été l'une des premières sources, par exemple sur les cités minières qu'on a beaucoup étudiées dans le Nord-Pas-de-Calais. Là, le projet des 120 dans un, c'est 120 logements. Vous voyez, vraiment développés comme des bars. Elles datent de 1867. Elles sont exposées à Paris à l'exposition internationale pour indiquer ce renouveau, cette nouveauté du logement. Ces logements-là, les petites barres au-dessus, ce sont les commodités. Et donc, elles sont regroupées dos à dos pour faire les 120. Il y a une espèce de rationalité qui s'impose déjà d'entrer dans le dessin du plan, que vous voyez, assez radical, assez rationnel. 20 ans plus tard, pour une autre exposition universelle, il faut trouver un grand symbole. On demande à un ingénieur de le faire, à Eiffel bien sûr, qui fait la tour Eiffel. Il n'y a pratiquement plus du tout déjà d'architecture, c'est un objet qui est placé, qui est devenu une antenne, qui est devenu une radio, qui est devenu un signal et qui représente aujourd'hui Paris, alors qu'il n'est qu'exceptionnel et qu'il ne porte en lui rien de ce que fait la ville de Paris comme ville, ni comme architecture. Donc il y a ce décalage progressif qui arrive déjà dès le 19e siècle, donc ça fait déjà longtemps. Voilà les 120 dans un, on voit la répétition d'un même modèle, ça c'est le premier facteur, la rationalisation, bien qu'il y ait encore de ressourcement sur un logement rural, agricole, c'est un peu inspiré des maisons et des fermes, ce sont les logements des ouvriers pour la mine, donc de mineurs, et qui sont organisés d'une façon extrêmement rationnelle, répétitive, du même modèle et sur un plan extrêmement rationnel. Les cités minières se développent petit à petit, donc on sait qu'après le mouvement moderne a développé ça à une échelle internationale, mais on voit déjà que dans les cités minières, ces grandes cités-là de 1910, donc la mine, le charbon, c'est le pétrole de l'époque, les logements sont catalogués, vous voyez que c'est un plan hyper rationnel, quasiment romain, le Cardo, les Cumanus, voilà, merci. Avec au centre l'école, d'un côté la mine, de l'autre côté les logements, et les logements sont par catégorie pour les porions qui sont les chefs et ensuite les ouvriers. Donc tout est déjà sectorisé, organisé, la mine étant à droite, donc qui est un pôle de travail, où était leur travail. Et ils vivaient comme ça, à la fois ce qui était positif, tout comme à Anzin et sur ces cités-là, c'est qu'il y avait quand même une vraie modernité pour les habitants, c'est-à-dire que les sols étaient carrelés, qu'il y avait des commodités, qu'il y avait des équipements sanitaires, qu'il y avait des écoles, il y avait quand même une gestion assez paternaliste de la... Tu veux parler ? Juste un mot. Oui, prends l'autre micro. Je ne le donne pas parce qu'il ne me rendra pas. Juste un mot, le plan que Nada vous m'entendez ? Le plan que Nada vous a montré précédent, ce qui est très intéressant, c'est que, effectivement, c'est le plan de la ville moderne, c'est-à-dire la ville ségrégée. D'un côté, vous avez les quartiers résidentiels avec les ingénieurs, vous avez la zone industrielle avec le trou qui mène dans les fins fonds du ventre de la terre pour ressortir le charbon, vous avez les quartiers ouvriers,
vous avez le quartier institutionnel où il y a l'église au centre, vous avez vu la place Carrée, etc. C'est le modèle des villes modernes, des villes qu'on met en place après la Deuxième Guerre mondiale et qui a donné pour résultat ce que nous connaissons aujourd'hui en France en particulier, avec le centre historique, la zone industrielle, la zone commerciale, le truc pour les étudiants, comment on appelle ça là, la cité universitaire, etc. Inventé par les ingénieurs, comme l'a dit Nadin, par les ingénieurs des mines au milieu du 19e siècle. Et donc mis en application avec de plus en plus de... Enfin, il y avait quand même entre Paris et Lille à peu près 120 000 logements de mineurs, donc des superstructures qui étaient organisées en tant de cités différentes, qui étaient relativement autonomes également. Dans le bon sens, voilà. Donc ces modèles de maisons étaient quand même travaillés au niveau architectural, avec des références de briques, enfin locales, avec tous ces détails d'architecture qui étaient encore présents, et qu'on va voir qui progressivement vont être abandonnés au profit de la rationalisation à l'extrême et de nouvelles structures urbaines et architecturales. Voilà, alors en 22, on passe après la Première Guerre mondiale, on a le plan voisin, des ingénieurs qui travaillaient avec Le Corbusier, et qui, ça c'est un plan pour le Marais, au centre de Paris. Donc ils rasent le Marais et ils font des tours. Là c'est le principe de l'hygiène, de l'éclairement, du soleil. Il y a toujours une raison qui ne peut pas être condamnée, bien sûr, qui ne souhaite pas avoir effectivement de la lumière, du soleil, des plantations, des arbres. Mais il y a une rupture complète et puis il y a aussi le symbole de l'aviation là qui est placé dans ce paysage qu'on ne peut pas dire urbain. On va dire que c'est un paysage d'une ville, d'une intention de ville qui n'a rien à voir avec Paris. Et il y a quand même devant là 2 fauteuils, une petite chaise qui donne un peu d'humanité à cet espace. Alors la théorie des siennes et de la tabula rasa, la table rase, se met vraiment en place dans les années 30 avec les congrès des SIAM, donc des congrès internationaux d'architecture moderne, qui mettent en place le zoning, c'est-à-dire les zones de logement, les zones de travail, les zones de loisirs et les zones d'enseignement. Ils commencent à faire construire des cités. Donc, depuis le plan voisin, on voit dans la première grande cité de logement qui est construite, c'est celle de Drancy en 1934. C'est la cité des Muettes. Et bien, on connaît très bien le sort, je veux dire, la rationalité du lieu qui s'est transformée, on le sait, en prison pendant la guerre. Il dirait que les anges ne se sont pas penchés sur ce modèle. Et à côté, ensuite, malgré quand même des alertes aussi puissantes que celles de Drancy, après la guerre de 1945, eh bien non, on continue à Sarcelles avec encore plus de force, de grandes avenues plantées, de soleil, de bâtiments tous les mêmes, tous identiques, dans un modèle de répétition. Si je reviens sur les cités minières, on voit maintenant, par rapport à celles que vous avez vues dans les années 1910, celles des Camus, c'est-à-dire qu'elles sont préfabriquées. Ce sont des plans d'implantation qui n'ont même plus de la logique qu'avaient les cités initiales avec leur hiérarchie urbaine. Et là, en fait, il faut se rappeler qu'à partir de là, il y a eu quand même beaucoup de facteurs d'alerte. Des gens ont commencé à penser que ce n'était peut-être pas le modèle qui convenait. Si on revient sur le livre de Konrad Lorenz, qui était prix Nobel de médecine en 1973, il avait quand même indiqué que toutes les implantations de cités rappelaient quand même les coupes histologiques dans des cellules cancéreuses. Donc, en fait, il y avait quand même déjà mais rien ne pouvait arrêter le mouvement. On comprend que ça suit parce qu'il y a à l'intérieur de ça la rationalité, l'industrie de la construction, la rapidité de construire des logements, le systématisme, bien que, a priori, même si on travaille plus sur les implantations, on peut être toujours rapide. Voilà encore une vue de Sarcelles, voilà, qui existe toujours. Alors après, voilà, ça se développe de plus en plus. Voilà, ici une cité à Bondy. Je veux dire, il n'y a qu'un seul modèle qui se répète éternellement, avec en masse, en hauteur, ça monte de plus en plus haut, de plus en plus large.
On va avancer un peu vite, sinon on va déprimer. Ensuite, bien sûr, ce qui est lié à la table rase, c'est quand vous faites du passé table rase, qui est vraiment une attitude qui a ses fondements politiques, eh bien, on a une obligation d'inventer, parce qu'à un moment donné, la critique sur ces barres répétitives faisait qu'ils se sont dit, bon, on va inventer un nouveau modèle. Là, on est quand même sur les tours-nuages par Émile Aillot, où on voit qu'il a mis des céramiques bleues et blanches pour imiter les nuages, et qu'il a fait des fenêtres en forme de gouttes, et que tous ces bâtiments sont arrondis. C'est-à-dire que pour les gens qui habitent là-dedans, c'est une complexité terrible, parce que tous les murs sont ronds, vous voulez mettre votre commode, c'est pas bien pratique. Pour ouvrir une fenêtre en forme, dont la fenêtre a une forme de goutte, eh bien c'est un peu compliqué en même temps. Vous voyez, je veux dire, et c'est du logement social, c'est des gens qui n'ont pas qui n'ont pas non plus des moyens extrêmes pour s'adapter à des modèles tout à fait révolutionnaires. Elles ont été construites en 1981. Maintenant, j'ai vu récemment passer dans le Moniteur le fait qu'ils vont les habiller d'inox pour les isoler. C'est bien parce qu'on pouvait se cacher, c'était bien. Oui. On pouvait se cacher. C'est camouflage. Oui, quand il pleuvait, on espérait que ne plus les voir, c'est ça. Voilà, alors après, l'obligation d'inventer, on arrive sur des situations comme ça de plus en plus incongrues. Et moi, je ne sais pas, quand je vois ça, je me demande simplement pourquoi. Pourquoi il y a 4 colonnes et j'aimerais pas habiter tout en haut à gauche, là, dans le vide. L'obligation devient, cette production devient des objets de plus en plus incongrus, qui n'ont pas de logique et, enfin, moi, qui, je trouve, n'ont pas non plus de respect par rapport à l'environnement et aux gens qui doivent l'occuper. Voilà, alors il y a des transformations bizarres à Strasbourg. Hein, voilà, il y a plus de, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est quand même assez peu de respect et de l'espace, et de l'architecture, et de la fonction, et des gens qui doivent occuper ces bâtiments au quotidien. Puis c'est assez laid, il n'y a pas de respect du matériau. On est là sur les quais juste en dehors de Strasbourg. Alors après, c'est la nouvelle, dans l'invention toujours, pour justifier quand même ces constructions massives, l'écologie qui intervient, qui est une réflexion absolument fondamentale. Il n'est pas question de ne pas la prendre en condition, mais de là à faire des façades vertes plantées, il y a une espèce un peu de dérision, je dirais, par rapport au sujet qui est un sujet très grave. À Paris, récemment encore, voilà, le projet de la tour Triangle, qui, malgré tous les recours possibles et imaginables que font les habitants du quartier, finira par se faire. Et c'est une tour qui n'a même pas tellement de logements, c'est des bureaux, c'est des complexes avec des hôtels, des restaurants, mais on voit très bien que ça va provoquer une distanciation avec tous les problèmes de prospects, où on va se retrouver avec un élément isolé, planté au milieu de la ville, sans égard, et qui crée des turbulences même de vent, de courant d'air, enfin, en dehors du fait que n'est pas du tout à l'échelle de la ville. Tu voulais ajouter quelque chose, Marc, je sens. Non, mais je souffre terriblement. Je pense que je pense pas que je sois le seul, parce que je trouve que c'est, si vous voulez, autant j'ai du respect pour des objets qui sont dessinés et qui ont une qualité formelle. C'est-à-dire, la tour en elle-même ne me pose pas de problème, l'objet lui-même. Il serait sur la cheminée chez vous, ou dans votre jardin, ça ne me poserait pas de problème. Ce qui me pose un véritable problème, c'est la prétention et le niveau zéro de l'écriture. Je veux dire, il dit quoi? Il dit « Je suis aussi grand, si ce n'est plus, que la tour Eiffel » sur la photographie. Il dit quoi? Il dit « Je suis... » c'est véritablement comme les films de Luca, comment s'appelle-t-il, Blade Runner, là, ou je ne sais quoi. Il dit « J'ai atterri sur Paris et je dis merde à toute l'architecture qui est autour. » C'est ça qu'il dit. Et je m'excuse, mais c'est la vérité. Et en disant ce mot fatidique, il rompt complètement toute possibilité de développement de la ville. Parce que la ville, après, c'est fini. Qu'est-ce que vous voulez faire à côté d'un truc pareil? Vous ne pouvez plus rien faire.
Un beau projet, c'est un projet qui, quand il intervient, enrichit l'espace, et quand, après que vous l'ayez réalisé, il en appelle d'autres qui continuent l'histoire, qui racontent une histoire, qui racontent quelque chose. Là, il raconte quoi? Il raconte qu'il est moderne, qu'il est plus grand que la Tour Eiffel, qu'il est en verre, ça c'est de la blague, c'est pour dire que c'est transparent. On sait bien que les bâtiments en verre ne sont pas transparents. Bref, c'est se foutre la gueule des gens. Voilà, c'est mon opinion, je m'excuse. Oui, Il y a encore d'autres projets, ça c'est pour la Porte Maillot. C'est en construction. Ça c'est en construction. Cette baignoire est en construction. Oui. Porte Maillot, voilà. Mais c'est vert. Il y a, vous voyez, l'écologie est présente, il met des arbres. Il y a encore ça aussi. Bon, ça c'est un architecte belge qui pense avoir de grandes idées sur Paris. Enfin, ça devient loufoque. La 5e façade, c'est la toiture avec des jardins suspendus. C'est un peu. J'imagine qu'à Annecy, vous avez ça aussi. Je suppose que les architectes ou les élus vous vantent les nouveaux projets écologiques, avec de la verdure sur les toits, la 5e façade, etc. Bon, voilà, là c'est quand même des objets un peu incongrus, je les trouve même un peu. Enfin, passons. Alors, ce qu'on appelle nous la Dolly architecture, l'architecture de vie, c'est-à-dire l'architecture clonée, ce qu'on dénonce déjà depuis ce petit aperçu historique rapide qu'on vient de faire, c'est la répétition d'un modèle, c'est une idée, vous voyez, répétitive, avec des maisons toutes les mêmes ou des immeubles tous les mêmes. Et comme on avait Dolly qui était le premier mouton cloné, on appelle ça la Dolly architecture. Et voilà, ce que disait Marc tout à l'heure, c'est que la ville n'est pas une collection d'objets. Si on a vu tout ce qu'on a vu précédemment sont des objets posés, ce sont des objets qui sont isolés, qui n'ont aucun lien avec l'environnement immédiat. Donc la ville comme objet, vous reconnaîtrez les architectures des uns et des autres. Hein, en haut, on reconnaît quand même les grands maîtres. Ça fait quand même un plan de masse qui n'est pas très, très avenant. En bas, ce qu'on appelle l'impertinence, c'est-à-dire que dans un alignement urbain, il peut y avoir un incident, un bâtiment un peu moderniste. Il peut cohabiter, mais dans la mesure où il s'insère dans un tissu urbain, c'est vivable. La ville va l'appréhender, le prendre, éventuellement même le transformer. Tandis que là, vous voyez, si on fait sur un même plan une ville qui est avec que des objets, alors un objet tout seul comme ça peut être intéressant, placé au bord de la mer, ou ça peut avoir son esthétique, mais si vous mettez une collection, si vous les mettez tous les uns à côté de l'autre, c'est les catalogues de la Redoute, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ville. La ville, il faut qu'il y ait des murs mitoyens, il faut qu'il y ait de la continuité, il faut qu'il y ait des séquences, il faut qu'il y ait de la variété, il faut qu'il y ait de la différence, qu'il y ait des échelles différentes avec un monument, avec des bâtiments normaux. La petite gravure que j'avais mis en couverture, qui était la vue de Annecy en 38, là, de Fachat, eh bien, on voyait bien qu'il y avait le château, les maisons, les toitures, que c'était un ensemble urbain qui était cohérent et qui avait ces différentes échelles. Alors, les différentes solutions, voilà. Alors, bon, oui, mais en même temps, là, c'est au Val-Fourré à Mantes-la-Jolie. En même temps, la construction aussi massive de ces bâtiments crée des problèmes annexes parce qu'il y a trop de densité, il n'y a pas assez d'équipements pour satisfaire les gymnases, les écoles, c'est très compliqué. Donc, à certains égards, le fait de les démolir est aussi bien fait, d'autant qu'ils ne sont pas toujours, et encore que parfois oui, reconstruits sur le même type et sur le même plan. Alors ça, c'est une solution radicale, mais qui n'est pas toujours possible parce que ces immeubles... Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Alors oui, bon, alors retour à la ville, pour nous, c'est notre idée, c'est de renouer avec cette ville ancestrale, cette ville, on pourrait dire traditionnelle, mais pas dans le sens du respect d'une tradition. C'est une ville faite de rues, de places, de quartiers, et qui fait une harmonie générale qui fait que quand même Paris, à mon avis, une des plus belles capitales
d'Europe et peut-être plus, parce qu'il y a une uniformité de matériaux, il y a quand même, et pourtant dedans, mais même Beaubourg qu'on voit là, ok, c'est peut-être pas son meilleur endroit, mais c'est toléré par la puissance de cette ville. C'est une ville qui a une puissance de beauté absolument incroyable. Quand on voit le 14 juillet avec ses vues d'avion, c'est absolument sidérant. Alors là, c'est ce que Marc évoquait tout à l'heure, c'est notre rue, c'est la rue où on a nos bureaux. Alors il y a 120 ans, 150 ans, 150, oui, un peu plus, 160 ans, entre les deux vues. Donc l'une était bon pavé, mais 150 ans, et cette rue est toujours aussi animée, comme elle l'était en 1855. Là, c'était parce que c'est Marville, hein, le photographe, et il expliquait qu'il avait... alors si on regarde bien, on voit les fantômes, mais 3 minutes de pause, donc c'est pour ça qu'il n'y a jamais personne sur ces photos anciennes, parce qu'ils disparaissent en fait. Hein, mais on voit très bien, il y a quelques fantômes, c'est une photo que j'ai à côté de mon bureau. Et il y a des boutiques, il y a les hôtels particuliers, le même hôtel particulier d'ailleurs, qui est la maison d'édition Actes Sud maintenant, à côté, qui est juste là à gauche. Voilà, il y a un vétérinaire, il y a nous-mêmes comme architectes, il y a des activités, mais précédemment c'était plus commercial, avant c'était des hôtels meublés. Et voilà, elle est en plein centre de Paris, au fond c'est le palais de justice, enfin c'est l'ancien palais de justice. Et voilà, c'est une vie qui peut se transporter. Et cette capacité qu'elle a à se transformer est absolument convaincante, parce qu'on est quand même au centre de la capitale, dans un lieu de décision importante aussi à tous les niveaux, d'animation, mais il y a une très grande mixité, il y a des commerces, il y a des cinémas, il y a des bureaux, il y a des habitations, il y a des écoles, il y a des équipements, voilà, il y a tout ce qui fait que c'est un quartier extrêmement agréable à vivre. Quel arrondissement ? 6e. Alors si on revient maintenant, quand on voit notre ressourcement sur les vis, qu'on essaie de vous expliquer, qu'on voit ce plan voisin, alors on a quand même tenté de faire un petit apport personnel et un petit rajout, vous voyez, c'est par exemple de le rendre plus urbain, par exemple. C'est pas casser les tours, on peut pas les casser, elles sont là, mais on peut un peu les transformer sans être totalement impertinent, mais de montrer qu'en redensifiant avec la ville, les choses redeviennent plus acceptables. Voilà, alors ça c'est un projet qu'on a dû retravailler, donc toutes ces tours qu'on ne peut pas démolir systématiquement, d'une part parce qu'elles ont encore des crédits à payer, il y a des habitants qu'il faut reloger, des gens qui sont même attachés de toute façon parce que leur vie est là et qu'il n'y a pas de raison non plus de dire maintenant tu sors de là et puis on va faire mieux. Donc par contre, ce n'est pas très élégant, c'est mal construit, c'est donc mal isolé. Voilà, il y a des problèmes de manque de l'espace public et privé est tout à fait indifférent. Là, on ne sait pas où la rue passe. En fait, c'est une allée pour aller au parking. Les entrées sont un peu abîmées. Donc, on a fait un projet de résidentialisation, c'est-à-dire que par une isolation par l'extérieur, on a redonné à cette tour une dimension plus urbaine. Les allées latérales, on a reséquencé avec des couleurs d'enduit différentes, en faisant passer des modénatures, en mettant des corniches qui évitent d'avoir cette espèce d'impression de hauteur, avec des séquences verticales et horizontales. On a résidentialisé, c'est un mot un peu barbare, mais ça veut dire mettre des grilles, avoir un jardin privatisé pour l'immeuble et pour les habitants, d'avoir des entrées un peu plus correctes avec des digicodes, et voilà. Donc c'est une façon de faire, on l'a refait plusieurs fois avec beaucoup de succès, on l'a fait aussi, je vais pas montrer tous les projets pour ne pas être long, mais celui-là est particulièrement intéressant. Voilà pour ce qui est de l'apport de la ville. On ne va pas rester que dans les grandes villes, mais les cités minières donc, sur lesquelles on a beaucoup travaillé, celle-ci c'est celle de Bruay-la-Bussière, qui est une ancienne de 1900 à peu près, et où on voit les corons, hein, donc là... c'est des bandes de logements sans fin, et la mine était à gauche, et tout était dirigé pour emmener les ouvriers directement à la mine et retour. Quand la mine cesse en 1990, donc l'activité principale disparaît, ce qui reste, c'est les superstructures, alors que la richesse venait des mines. Et donc, tous ces 120 000 logements, il y avait les ayants droit, il fallait les reconvertir. Et donc, l'idée était de retourner maintenant, vous voyez la cité en haut, qui était liée vers la mine, vers la gauche, on l'a retournée via une place arrondie
et de la retourner vers la ville pour la faire devenir un quartier de ville alors qu'elle était cité minière. Pour ça, il fallait casser la longueur des corons. Ceux qui sont en noir sont conservés, les autres sont des constructions neuves. Et donc, on a fait une petite maquette pour montrer qu'on conservait quand même une large partie des maisons et puis qu'on venait s'insérer. Pour s'insérer, casser le coron, on a mis au point ce qui est simple pour tout le monde, c'est une maison d'angle, mais enfin ça permet de tourner et d'avoir un peu de pouvoir privatiser. Donc ça, c'est l'apport d'une typologie nouvelle pour ramener des nouvelles populations. On cherchait quand même un peu de mixité, ce sont des appartements alors que tout le reste c'était des petites maisons. Mais on y a gardé le système des maisons ouvrières, des maisons de mineurs à 2 niveaux, rez-de-chaussée plus un niveau avec des toits, les mêmes matériaux. Sauf qu'on l'a combiné en variant les hauteurs de corniche en bas. Est-ce que j'ai d'autres vues? Oui, je pense. Varier les hauteurs de corniche, varier les couleurs, varier les enduits, et tous les angles avec des maisons d'angle. Et donc on a reconstruit comme ça des quartiers entiers. Juste avant, on vous demande des choses qu'on a fait il y a très très longtemps. Oui, ça c'est... C'était l'époque où on était jeunes et considérés comme originaux, parce qu'on défendait ce genre d'architecture. Il faut savoir que ce sont des petites maisons ouvrières. C'est du logement social très bas, et que quand les Américains sont venus pour faire un film sur nous, comme tu parlais, et quand ils sont venus, ils ont regardé et ils ont dit mais ça c'est incroyable, et quels sont les gens du genre, qui sont les bourgeois qui habitent ces maisons? Il dit non, c'est du logement social. Il a dit non, ça nous aux États-Unis ça n'existe pas, le logement social comme ça ne peut pas exister. Vous ne pouvez pas croire une seconde qu'il s'agissait de maisons. Et c'est un quartier. En fait, quand on est arrivé sur le site, c'est vrai que les ayants droit et les mineurs qui étaient encore présents se sont effrayés en disant ils vont nous casser nos maisons. Ils sont extrêmement attachés à la maison, au système de la maison avec une longue parcelle, leur jardin sur lequel ils cultivent, etc. En vérité, on n'a rien changé du tout, parce qu'on a continué le même rythme des maisons. On a simplement gommé l'aspect répétitif lié à ce monde du travail qui les caractérisait, et on les a simplement changé, je vous dis, les couleurs d'enduit, un peu stresser des bossages, mettre des fenêtres en œil de bœuf un peu différents. On leur a même dessiné les candélabres d'ailleurs. Voilà. Autre ville, on va avancer un peu plus vite, mais c'est à Courrières. Courrières, donc le plan en haut, vous voyez l'église, il y a une église à gauche Saint-Pierre. Il y avait des collèges genre en bungalow, genre Pailleron à peu près, qui ont été démolis et qui libèrent toute une zone dans laquelle on a pu construire une place pour leurs activités de marché. Et puis on a construit un gymnase. Et on essaie toujours, dans la mesure du possible, quand il y a des programmes, d'avoir... voilà, ça c'est la place avec l'ensemble de ces maisons. Et puis le gymnase, voilà, ça c'est leur gymnase avec des briques. Et les maisons, on reprend un peu de temps en temps des expressions comme les pas de moineaux ou des briques, mais c'est varié, c'est pas la répétition de ce qui existe. C'est une réinterprétation. Oui, il est neuf, mais toutes les maisons aussi, toutes les petites maisons sont neuves. Hein. Ah oui, toutes elles sont neuves. Tout est neuf. Non, Tout est neuf. Tout est neuf. Là, par exemple, à gauche, c'est les anciens, par exemple. Et à droite, c'est des neufs. Tout ça, c'est neuf. Voilà, tout ça, c'est... Voilà. Nous avons, quand on cherche assez souvent des collaborateurs pour venir travailler avec nous. Et la dernière, elle était très très drôle, c'est une jeune fille qui est venue et qui nous a dit, moi je suis très... Évidemment, c'est bien de se présenter pour trouver du travail, donc ils sont engagés, ils veulent montrer le meilleur côté d'eux-mêmes, etc. Et elle nous dit, moi je suis terriblement engagé pour la réhabilitation du patrimoine, etc. Alors nous on trouve ça plutôt sympathique, parce qu'a priori, quelqu'un qui est engagé à restaurer le patrimoine, c'est quelqu'un qui est intéressé à la culture, à la littérature, à la musique, c'est-à-dire à toutes les choses qui font notre richesse patrimoniale, pas uniquement à l'architecture. Et en réalité, on a compris qu'elle avait cru que tout ce que nous avions fait, qu'elle avait vu sur notre site, c'était des réhabilitations de maisons. On comprend que c'était du neuf. Alors ça, c'est aussi un des premiers projets au Plessis-Robinson. Donc ça, c'est sud de Paris, une banlieue qui était une cité dortoir, largement habitée par les gendarmes, donc qui étaient dans des logements sociaux.
Et là aussi, il y avait un collège Pailleron qui avait été démoli, c'était un terrain vague. Et donc, on a repris le plan de masse qui était imposé sur ce terrain, on l'a un peu aménagé. Et pour ce projet-là, c'était l'inverse de ce qui se passait habituellement. Avant, c'était un promoteur et 6-7 architectes. Là, c'était le contraire, c'était un architecte, c'est-à-dire nous, et 6-7 promoteurs. C'est plus agréable pour nous. Et puis, on a eu des équipements, on a pu faire... enfin, c'est pas nous qui décidons, hein, mais c'était un centre pour un CAT, un CIT pour les personnes handicapées mentales, qui est le petit château que vous voyez un peu au-dessus. Et pour ce projet-là, on a eu un de nos premiers prix pour la mixité sociale, parce qu'il y a un mélange de logements sociaux et de logements à l'accession pour la propriété. C'est en 98 et c'était décerné par le séminaire OSEL, qui est donc en fait un centre de recherche lié au ministère de l'Équipement d'alors, et qui avait salué cet effort qui faisait qu'on n'arrivait plus à définir où est le logement social du logement en accession. Il y a 600 logements sur cette opération, c'est à peu près moitié-moitié. Voilà, ça c'est la vue du cours central qui est planté, après quelques années déjà, mais c'est toujours... voilà, ça c'était la première opération immobilière, donc c'est du logement social. Pour cette rue, ça s'appelle la rue du Bois des Vallées. C'était la toute première rue. C'est un projet qui a servi de manifeste un peu pour la reconstruction du Plessis-Robinson, parce que le maire est très actif, c'est ce qu'on appelle un maire bâtisseur, et qui a retransformé complètement l'image de sa cité dortoir avec un centre-ville très animé. Et donc là, c'est sorti dans Libération, et ça fait une grande polémique. Ils nous avaient mis dans le bêtisier de l'architecture en 94 avec ces projets. Voilà, le Plessis, ça c'est le centre-ville. Donc la mairie est à gauche, et puis là il y a une école, c'était un terrain de foot, c'était le centre-ville du Plessis-Robinson. Vous voyez, après que des immeubles dortoirs sous forme de bar. On va passer directement, là c'était le plan d'implantation qu'on a proposé, encore qu'au-dessus, ce bâtiment qui est en H comme ça avec des bras tendus, c'était une école qui a été retravaillée complètement et qui est maintenant plus à l'échelle de la ville, mais ça c'était un plan intermédiaire, et voilà, ça fait... Bon, on n'a pas tout construit ici, on a construit 3 îlots et l'école. Mais c'est maintenant le centre-ville très animé du Plessis-Robinson. Il est à côté de Sceaux, le Plessis-Robinson. Maintenant, les gens vont... L'école est... ouais. Les gens qui étaient avant, les Robinsonnais allaient à Sceaux, maintenant c'est les habitants de Sceaux qui viennent s'amuser au Plessis-Robinson. À Chaville, pareil. Alors Chaville... sur la route royale entre Paris et Versailles, il y avait un grand concours pour faire la Grand Place, c'est-à-dire créer un centre-ville. En vérité, cette route royale, ancienne, dessinée par Louis XIV, on l'avait prise pour aller voir Chaville, pour aller voir sur place comment était le site. Et on est rentré, on a vu Chaville, et puis on a roulé, et puis on a vu Chaville barré, on s'est dit, il y a un problème, on a raté quelque chose. On a refait demi-tour, on n'a rien trouvé. Donc finalement... En vérité, il y avait une école là, et puis il n'y avait pas de centre, et ça a été un projet plus récent. Hein. Ça a été livré en 2016. Pareil, avec 20% de logements sociaux, mais que vous ne pouvez pas désigner ni voir. Hein. C'est la même architecture partout. Là, un marché couvert, et au-dessus des bureaux, bon, il y a toujours un souci de mixité et de dimension urbaine. Tu veux ajouter quelque chose ? Voilà, ça c'est le marché, une autre vue avec la rue derrière et les commerces et la mairie est juste en face en fait, de l'autre côté. C'est en béton, il y a une imitation. C'est en béton ou en parpaing avec une isolation par l'extérieur, avec des nature rapportées. C'est des bâtiments qui répondent aux critères thermiques. 2012, moins 10, moins 20% selon les... Voilà. Alors c'est effectivement, c'est pas une architecture qui existait précédemment. On ne construit pas en pierre massive parce qu'on n'en a pas les moyens. Quand vous devez faire du logement social, vous ne pouvez pas vous payer le luxe de la pierre massive à 22. Mais c'est tous des matériaux nouveaux, c'est des matériaux légers. Bon voilà, c'est simplement, on continue. C'est-à-dire que de ce qu'on a hérité comme connaissance de l'architecture quand elle était encore ce que j'appelle un art,
eh bien on reprend le flambeau et on continue avec des nouveaux mots. Là, les grands panneaux sont métalliques, des choses qui n'existaient pas auparavant. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, rapidement, on avance. Ça, c'est à Reims, sur le site de Pépéréutsic. C'est un petit concours qu'on a gagné. Et là encore, on a créé sur ce site une volonté de créer des débuts d'îlots qui devaient s'intégrer sur l'ensemble du quartier pour poursuivre, alors que Piper n'avait pas... il y avait une zone naturelle qu'on a dû conserver, ce qui est normal. Voilà, ça c'est la côté sur rue. C'est des logements d'accession à la propriété, là, principalement, avec l'entrée, le petit porche, c'était une villa privatisée. Ça, c'est de l'autre côté. Toujours la même problématique. Vous savez qu'il faut avoir des loggias, des espaces extérieurs, mais il n'y a rien de pire que d'avoir des balcons en forme de casquette, parce qu'on ne s'y met pas, et on est à tout vent et à toute vue. Donc on traite souvent ça comme une pièce extérieure de l'appartement, un salon en complément. Voilà, ça c'est la vue de l'allée principale, ça c'est plus vieux, hein, ça a déjà 10 ans maintenant, ça c'est des photos d'il y a 10 ans. Alors voilà, venons quand même à notre approche sur Annecy et au fait qu'on a rencontré Alain, qui est venu nous voir à Paris il y a déjà bientôt 10 ans, hein, et en nous demandant d'avoir une réflexion sur comment ça pourrait, ce qui pouvait se faire au niveau de l'aménagement de ce côté sud-ouest donc d'Annecy. Là, les deux croix rouges, vous voyez, ça c'est exactement la même dimension. Hein. Donc en gros, je n'ai pas écrit les mètres, mais d'un côté c'est 380 et 260 mètres à peu près à vol d'oiseau, c'est-à-dire aussi grand que votre centre-ville. La vieille ville en entier. Donc l'idée aurait été de refaire un autre quartier. C'était ce qu'on a plaidé auprès de Annecy Patrimoine qui était venu nous consulter. On a suggéré une étude urbaine avec une approche différente. Voilà. Alors, ça c'est un concours gagné. Donc si vous voulez, quand on a... on peut pas, je veux dire, on est aussi tenu par une déontologie. On ne vient pas maintenant dire ça c'est pas possible. Notre idée était de montrer quelle réflexion pouvait aller à l'encontre de ce type d'implantation. Et pour rappeler la diapositive numéro 18, hein, l'architecture de Ly, c'est quand même le même bâtiment répété X fois. Il n'y a pas de variété, il n'y a pas d'ensemble. Alors il y a effectivement des espaces verts, bon, enfin là sur cette photo-là, on est passé là pour l'instant, il y a une espèce de monticule de pierre là, qui est assez impressionnante. Ça n'a pas des caractères de la ville d'Annecy. Ce sont des objets qui sont posés. Alors ils sont où ceux d'Annecy alors? Pardon? Parce qu'ici il n'y a personne d'Annecy, là au bureau. Je vois personne d'Annecy. Bah, ceux qui ont donné l'autorisation de... Ah, oui, ça on va pas... Les horreurs, là, ils sont pas là en fait. Il n'y a pas la mairie, si. Non mais Je là, ne sais devant, pas. Là, au bureau en bas. Ah, ici, là? Oui, là où vous êtes. Ah, bah, je suis conseiller municipal. Les architectes. Vous êtes dans l'opposition, dans l'opposition. Tout ça, ils ne sont pas... Ah, bah, tout le monde est invité, mais il y a Marie-Agnès Bourbeau qui est maire adjoint à l'urbanisme. C'est vraiment tordu ce bâtiment, enfin ces bâtiments. Il n'y a même pas d'hirondelles, alors qu'avant il y en avait tout plein. Et là, il n'y a plus d'hirondelles. Ouais. Si, elles sont dans le nichoir. Non mais attendez. Ce que je vous propose. On va finir. Et Non, ce que je vous propose, madame, parce que vous avez raison, les hirondelles, tout ça c'est bien, mais je voudrais nous mettre, Nada et moi, dans la position que nous souhaiterions avoir sur ce sujet, qui est celui de dire, qui était le thème de petites quelques phrases qui a commencé le débat. C'est-à-dire la question véritable, c'est pas chaque objet architectural est peut-être très intéressant, on peut aimer, pas aimer, etc. Je pense que le beau est partagé par tous. Souvent on vous dit oui mais le beau c'est différent pour chacun. Si vous savez pas ce que c'est que le beau, on peut rien faire pour vous, parce que tout le monde sait ce qu'est le beau. Mais le problème ici, pour nous, c'est celui de se poser la question de savoir quelle ville se cache derrière ces bâtiments. Comment ces bâtiments vont-ils influencer la transformation et parce que comment ça va continuer à vivre
dans votre ville. Voilà, c'est ça l'idée. Le vrai sujet. La force de la ville traditionnelle, c'est d'avoir la capacité de se transformer, d'enlever un bâtiment, d'en remettre un autre, de créer une rue, de refermer la rue, de refaire un jardin. Mais il y a une espèce de souplesse dans ce que devait être la ville. Là, c'est vrai que... Mais si vous voulez, c'est plus... je ne veux pas qu'on ait l'air de... Enfin, c'est très, très compliqué de parler d'un projet d'un de nos confrères, qu'on par ailleurs on connaît. Donc, c'est pas l'objet n'est pas de... C'est vraiment de la réflexion sur la ville qu'on veut mettre en avance là-dessus, et c'est comme ça qu'on avait fait cette approche. Il n'est pas question de remettre en cause un concours qui est si vous prenez par exemple un immeuble traditionnel dans votre ville, il y a un certain nombre de fenêtres régulières sur les façades, etc. On peut rajouter en bas, transformer le rez-de-chaussée et en faire un commerce. On peut facilement, sur une maison, réunir 2 fenêtres, en rajouter une. Vous voyez, il y a une certaine souplesse. Le problème qui est posé au niveau urbain comme au niveau architectural, c'est quelle est la capacité à l'adaptabilité d'un bâtiment. On veut, il est important d'être transformable, d'être durable, de répondre aux problèmes écologiques, aussi, à la flore, tout ça c'est extrêmement important. Aux hirondelles. Et aux hirondelles et aux hérissons, je suis d'accord, absolument. Mais il y a aussi la durabilité de ce qu'on construit. L'argent considérable que nous investissons, je parle de tout le monde, je m'en fous du promoteur ou de l'architecte, mais cet investissement, ce poids gigantesque que l'on pose, cet éventrement terrible de la colline actuellement, cette sorte de... c'est peut-être utile, mais il faut qu'on sache où est-ce que ça mène. On dirait un atterrissage de E.T. Oui. Hein? Voilà. La colline, il est inacceptable, il est scandaleux. Voilà. Y compris sur le plan de du site, du respect du site. Bon, ça c'était... Sur le plan d'écologie. Ouais. Absolument. C'est un désastre écologique. Oui, ça c'est sûr. La proposition qu'on avait faite, qui n'est pas un contre-projet, soyons clairs, hein, c'était une proposition de réflexion sur cette colline. C'est bien pour ça qu'on avait d'ailleurs pas voulu rentrer dans le débat et réclamer l'anonymat, tout ça. C'était pour Alain, pour qu'il nourrisse sa réflexion sur sa contestation. Mais là, par exemple, on a préservé la géographie des lieux parce qu'il y a cette coulée verte qu'on avait faite comme ça, parce qu'on avait vu qu'il y avait une déclivité au milieu du terrain. Ensuite, on avait fait le percée visuel puisqu'il était nécessaire de faire un quartier, donc un parc, pardon. Donc, tous ces éléments-là, on les a mis en musique, mais on a aussi remis en valeur l'hôpital, vous voyez, qui était au milieu, avec en rééquilibrant un environnement similaire, et puis des îlots qui peuvent être changés, qui peuvent être agrandis, réduits, peu importe. Après, on met des quantités, mais les bases ils doivent être transformables, quoi. Elles devraient être souples, elles peuvent être changées, cassées. On casse un îlot, c'est toujours bon. Voilà, ça c'était l'idée d'un paysage. Voilà, le paysage, ça ne veut rien dire, c'est juste de l'architecture, mais on a l'hôpital au centre avec 2 pavillons de part et d'autre, on rééquilibre, on respecte quand même la vue sur l'église, parce qu'en fait, quand on arrive d'en haut, maintenant, on voit même plus l'église ni le château. Ça, c'est extraordinaire quand même. Je sais pas. Les architectes des bâtiments de France deviennent de plus en plus laxistes. Et voilà, donc ça, c'est plus sur ce type d'image, voilà, la cassure dans le terrain, de faire un belvédère avec une vue. Mais l'architecture là n'est pas nécessairement celle-là, elle peut être une autre. Voilà, c'est les vues générales. Avec une fontaine, avec des rues, avec des événements qui font plaisir, qui sont des lieux de rendez-vous qu'on reconnaisse. On se retrouve à la fontaine, on va à tel café, des points de rendez-vous où on se retrouve sous belvédère. C'est pour les amoureux, c'est très sympathique. Voilà. Si vous voulez, l'idée, en fin de compte, c'est de dire que quand vous êtes un bon projet d'architecture, c'est un projet qui respecte la culture du lieu, qui respecte la géographie du lieu. C'est-à-dire, ici, par exemple, il y a une faille dans la partie haute, et puis il y a une faille en partie basse au pied de votre hôpital. Le fait de l'éventrer, de laisser ce chicot posé, il y a une sorte de vieille dent pourrie avec c'est quelque chose qui est, de mon point de vue, extrêmement... Enfin, peut-être je suis devenu un vieux sensible, un vieux débris formolé sensible,
Mais je trouve que c'est terrible. Que c'est absolument terrible. Voilà. Alors, les questions. Bon, je ne sais pas si...